Retour dans la semaine de l'écho, je suis toujours en compagnie de Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice du Parti socialiste, Philippe Aghion, économiste à Harvard, co-auteur de Changer de modèle chez Odile Jacob, et Gaspard Koenig, écrivain, président de Génération Libre et auteur de La nuit de la faillite, et c'est chez Grasset. Alors Michel Sapin, ministre français des Finances, vous le savez, appelle à une plus grande mobilisation, utilisation de l'euro après la sanction infligée par les États-Unis à BNP Paribas. Patrons français et allemands soutiennent cette initiative et fustigent les avantages fiscaux des sociétés américaines. Alors assiste-t-on à une guerre économique entre les États-Unis et l'Europe? Peut-on revenir sur la suprématie du dollar? Quelques réactions, on en débat ensuite. Le gouvernement considère comme légitime, du point de vue américain, que le passé soit puni, mais nous considérions comme illégitime que l'avenir soit puni. Bien, l'avenir de la BNP, aujourd'hui, est devant elle. Et c'est un avenir qui lui permettra de se développer, indépendamment de la manière dont la justice américaine a voulu punir le passé. Il est clair que sur le long terme, ça pose la question de tous les utilisateurs de dollars dans le monde entier qui sont soumis à une réglementation purement américaine, mais qui s'applique dans le monde entier. Ceci, à mon avis, est une raison pour développer davantage l'euro comme monnaie d'échange à l'échelle internationale. Marie-Noëlle Lienemann, le patronat français et allemand contre les États-Unis. BNP Paribas, alors il faut dire qu'ils conservent leur licence aux États-Unis, ce que voulait dire Michel Sapin, pour l'avenir. Ils ont de la chance. Bon, risque d'amende, espionnage. L'attitude de la BNP était un vrai scandale. Ce sont des menteurs, des tricheurs, et ils n'ont rien respecté. Ils ont fait comme si de rien n'était. Et pour faire des affaires... Ils méritaient donc ces 9 milliards d'amende. Oui, ils méritaient, je ne sais pas le niveau, mais en tout cas, ils méritaient d'être sanctionnés. En plus, ils le savaient, ils ont essayé de contourner tout pour faire des affaires scandaleuses au Soudan, un gouvernement dont je me demande d'ailleurs pourquoi... Est-ce que les États-Unis n'essayent pas d'affaiblir le système financier européen, justement, via ces amendes? Ça fait depuis 2004, 2006 qu'ils savent que tout ça... Ils ont donné de lourdes amendes à leur propre banque, par ailleurs. Enfin, beaucoup moins lourdes que les autres. Non, pas du tout. Cela dit, Morgan l'année dernière, c'est un niveau comparable. Je dis, ils devaient être sanctionnés, les Américains. Absolument. Ont respecté leurs droits. Absolument. Et c'est normal. D'autant plus que je ne comprends pas que l'Union européenne ait accepté qu'on continue à faire des accords avec le Soudan dont on pleurait tous les quarts d'heure sur leur comportement au Darfour. Ça, c'est l'affaire BNP. Maintenant, il y a une autre question. Et il ne faut pas faire comme si on la découvrait avec la BNP. Parce que quand on a créé l'euro, c'était censé être une monnaie qui devait concurrencer le dollar. Or, on a fait de l'euro tout ce qui est négatif pour l'intérieur de l'Europe et on ne s'est donné aucun outil pour que l'euro soit en situation de devenir une monnaie mondiale. Donc, il se réveille maintenant. Donc, il serait temps. Mais pour autant, ça doit poser quand même la question, du niveau de l'euro. Je rappelle, 1 euro égale 1 dollar, qui est ma ligne de... Ce que vous souhaiteriez, puisqu'il est à 1,36 aujourd'hui. Les politiques de change sont de la compétence du regroupement des États membres, qui n'ont jamais fait le moindre mémorandum et la moindre réflexion là-dessus. Deuxièmement, arrêtons les hypocrites, parce qu'ils sont en train d'organiser dans le TAFTA, là, dans le traité transatlantique, et par ailleurs Wikileaks, on nous a révélé, vous le lirez dans Le Monde d'aujourd'hui, qu'il y a toute une série de réseaux parallèles pour justement déréguler la finance internationale à nouveau. Bon, donc il y a 2 sujets à traiter. À quoi sert l'euro et que ça arrête d'être le prétexte à des purges d'austérité, et 2, avec que ça devienne un atout pour l'Europe, et 2, arrêtons ce libre-échange de la finance parce qu'on est de nouveau au bord d'un krach financier bancaire majeur. Ça fait 2 sujets majeurs. Alors, moi, juste une réaction, c'est il y a quand même eu une faute de la part de BNP Paribas et cette faute doit être sanctionnée. Donc l'idée qu'il fallait sanctionner la faute ne me choque pas. Je pense que quand ils connaissaient, en toute connaissance de cause, ils ont violé le droit américain, ils méritent d'être sanctionnés. Maintenant, ma deuxième réflexion, c'est que l'amende est disproportionnée. Elle est plus importante que l'amende qu'ont reçu Citigroup et Goldman Sachs qui ont foutu l'économie mondiale par terre. C'est la 3e amende en matière d'importance de toute l'histoire de la finance américaine. Donc c'est une sanction violente, sans rapport avec le niveau des sanctions infligées à de beaucoup plus gros délinquants financiers. Donc si vous voulez, ça pose une question quand même sur ce que j'appelle l'impérialisme américain quand même. Je suis désolé d'utiliser une vieille expression. Donc une volonté d'affaiblir le système financier européen. C'est-à-dire que moi je pense que maintenant, quand M. Obama va demander à M. Hollande de ne pas vendre des bateaux à la Russie, il faut lui dire qu'on ne va pas tenir compte et qu'on va vendre les bateaux à la Russie. Et deuxièmement, je pense que c'est tout à fait juste que l'euro s'affirme beaucoup plus et que l'Europe s'affirme beaucoup plus, y compris dans les négociations de libre-échange avec les États-Unis. Il ne faut surtout pas se mettre en situation de vassaux par rapport aux États-Unis. Donc il y a une guerre économique. J'enseigne à Harvard, mais je pense que là, effectivement, je trouve que là, les Américains ont poussé le bouchon un peu loin. Guerre économique, Gaspard.
Oui, alors d'abord, moi, ce qui me frappe vraiment, c'est que l'opinion, généralement, déteste la finance, mais quand il s'agit d'une banque française, enfin, soi-disant française d'ailleurs, parce que je rappelle que plus de 50% des actionnaires de BNP ne sont pas français, sont des institutionnels étrangers, que BNP fait du trading à Londres, et que donc c'est plus tellement une banque française, c'est une banque qui a son siège en France, c'est tout. Bon. Et donc, alors dès qu'on pense que c'est une banque française, tout d'un coup, l'ensemble de l'establishment, c'est-à-dire les patrons, le gouvernement, le patron de la Banque de France, etc., se met à soutenir son petit chouchou économique. Et ça, je trouve ça très malsain parce que ça crée aussi un aléa moral pour les patrons de ces banques, qui sont tous issus de l'inspection des finances, comme on sait, qui disent on est protégés et de toute manière, leurs bêtises et de toute manière, si on fait une bêtise, c'est pas grave parce que le président de la République ira parler à Obama. Et d'ailleurs, montrant une drôle de conception de la justice en prêtant au gouvernement la capacité. Est-ce qu'il y a une guerre économique États-Unis-Europe? Alors d'abord, les guerres économiques. Bon, d'abord, donc il fallait sanctionner. Ensuite, sur les amendes, je crois que l'amende à JP Morgan l'année dernière était encore plus forte que 10 milliards. Donc je suis un peu. En tout cas, c'est la justice américaine fonctionne aussi pour les banques américaines. Par ailleurs, comme le rappelait Marie-Noëlle Lienemann, on parle toujours de moralisation de la finance. BNP, même si effectivement ça aurait été légal si elle avait utilisé de l'euro, finançait quand même, permettait au gouvernement soudanais de se financer en pleine guerre du Darfour. C'est quand même pas terrible. Et sur le sujet de la guerre économique, c'est intéressant que vous en parliez parce que c'est exactement ce que disait Arnaud Montebourg dans son discours. Il parlait de guerre économique, de patriotisme économique, il employait l'expression de sacré, etc. Enfin, il y a une espèce de rhétorique du patriotisme, du nationalisme économique qui se développe, qui est assez malsaine, parce que dans l'économie où on est, où comme je disais, BNP n'est même plus une banque française, c'est pas une guerre d'État à État, c'est une guerre Il n'y a pas une guerre États-Unis-Europe, là, on voit. C'est une guerre, ce qui permet aux individus de se réaliser, de bouger. On n'en est plus à comparer les taux de PIB, enfin j'espère. Oui, enfin quand même, le gouvernement américain est impliqué. Le ministre de la Justice a été très actif dans cette affaire. Moi, je vais d'abord dire une chose. Je constate que BNP, il n'y a pas de problème pour sortir 6,6 milliards d'euros, disproportionné ou pas. Il n'y a pas de problème, les amis. Payer la sanction. Et le pauvre gars, la PME française qui va demander un petit prêt, ouais, BAL 3, il y a trop de risques, deux poids, deux mesures. Déjà, scandaleux. Dernière chose, la loi, vous avez raison de dire, il faut arrêter de se considérer que la France égale la BNP. Combien ils payent d'impôts? Des cacahuètes. L'essentiel de tous ces profits-là, qu'est-ce qu'ils financent dans l'économie française? Très peu, moins de 56% des placements de la BNP sont dans de l'investissement utile. Donc on est dans une situation où il faut arrêter. Et dernière chose, puisque ces banques, on est too big to fail, on ne les taxe pas assez pour le phénomène de responsabilité. Après, ça pose la problématique de la taxe sur les transactions financières. Est-ce que ça affaiblirait pas le système financier européen face aux États-Unis? À quoi il nous sert si c'est pour faire 80% de sa filière, elle faisait que des machins anormaux, atypiques, comme on dit poliment, pour dire illégaux? À quoi ça nous sert d'avoir tout ce flux financier qui passe par une banque qui prétend être française et qui ne sert à rien dans la concurrence mondiale? Moi, personnellement, j'ai fermé la concurrence mondiale d'aller faire de la finance, qu'est-ce qu'on s'en moque? La concurrence mondiale, c'est de produire, d'avoir des services performants, d'avoir de l'innovation. Oui, c'est pas financière, comme dit Michel Sapin, il faut aussi de la bonne finance. Oui, on a besoin de ces financiers parce qu'on sait le rôle que joue par exemple le capital risque, les business angels, des banques saines dans l'innovation et la croissance. Donc on peut pas dire c'est le réel et le financier n'a pas de rôle. Il y a un rôle pour le financier. Et d'accord, vous savez que le capital risque avec la grande PNP en France, qui c'est qui le paye le plus? La BPI, figurez-vous, et la Caisse des dépôts, et la banque et la BNP très peu, et nos banques mutualistes plus que la BNP. Mais évidemment, on surtaxe le capital. Les banques mutualistes ont tendance à le faire davantage. Mais non, mais parce qu'on surtaxe le capital risque. On surtaxe le capital risque. États-Unis, Union européenne. Mais une dernière question tout de même. Il y a aussi cette affaire d'espionnage. Il faut en parler. États-Unis, Europe, les Allemands qui finalement, ont renvoyé chez lui le chef des services secrets américains. Enfin, tout de même, il y a une véritable compétition ou pas? Bien sûr, c'est le bal des hypocrites. Libre-échange généralisé, pas de règles, mais on s'espionne par derrière pour pouvoir aller carotter le voisin. Donc la vraie question, c'est que justement, vous voudrez mieux des règles lisibles et qu'elles soient négociées. Qu'elles soient mondiales, alors, et vous avez raison, tant mieux que les Allemands se rendent compte qu'on n'est pas dans la béatitude des relations de libre-échange généralisé. Et là, on devrait être, nous les Français, beaucoup plus offensifs. Nous devrions être beaucoup plus offensifs pour produire une réflexion sur comment on se protège intelligemment et surtout comment on valorise notre marché intérieur. Vous parlez de protection. Philippe Aguillon, vous réagissez. De confiance, c'est-à-dire que je crois qu'effectivement, ça reflète un manque de confiance dans les relations entre pays du bloc de l'Ouest. C'est quand même assez déroutant quand on est...
quand on écoute les conversations de Mme Merkel, ça pose un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème de confiance au sein du G8, quoi. Moi, je pense du que G7. Il y a un problème de... Ça reflète le fait surtout qu'il y a tellement d'États, il y a trop d'États, il y a trop de moyens, il y a trop de dépenses. Du coup, ils s'amusent à se créer des problèmes d'espionnage, de souveraineté. Ils sont les guerres économiques les uns aux autres. Soyons comme Benjamin Constant. Je suggère que la France accepte la proposition de Mme Merkel d'un Internet européen. En tout cas, d'un grand programme numérique européen. Mais est-ce que les Américains ont eu besoin d'un grand programme pour faire Google ? Comme elle a fait une proposition, je pense que pour contrer une Google. fois, on pourrait dire oui à nos amis allemands. Alors, une dernière, l'ISF, il faut revenir sur l'ISF, Philippe Aghion, c'est votre idée, vous l'avez... C'est pas mon idée, c'est une idée qui a été discutée au sein des économistes. Vous l'avez défendue à Aix-en-Provence. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il faut séparer capital mobilier et capital immobilier. Il ne faut pas pénaliser le capital productif. Donc il y a beaucoup de gens qui sont partis parce qu'ils voulaient échapper à l'ISF sur le capital productif, mais ils ont gardé leur logement, leur propriété immobilière en France. C'est-à-dire leur société, c'est ça le... Voilà, c'est exactement. Sur... Donc moi je pense qu'il faudrait en fait mettre l'accent, alors impôt sur les successions, je trouve que c'est très important, imposer le patrimoine immobilier au-delà d'un certain niveau pour ne pas décourager la construction de logements en même temps. Oui, donc il faut voir cet aspect qui est très important. Donc il faut le faire de manière intelligente. Mais il faut d'une manière générale ne pas mettre le capital immobilier et non productif, il y a l'art, il y a d'autres choses, et le capital productif sur le même plan. On ne peut pas les traiter de la même manière. Donc en fait, il faut le réformer. Il faut réformer la taxation de façon à ce qu'on ne pénalise pas le capital productif, le capital réinvesti, le capital qui innove et qui produit de la croissance. Supprimer l'ISF. Alors c'est vrai que la majorité des Français... Mais en même temps, supprimer l'ISF, mais en même temps augmenter l'imposition sur des capitaux non mobiliers. Voyez. Vous prenez le petit bout de la lorgnette de sa proposition. Il pose la vraie question. La rente qui ne sert à rien. Voilà. Et celle-là, elle a explosé en France. Voilà, et moi, je pense qu'il faut qu'on fasse là, mais c'est pas ça qu'il. Il faut qu'on fasse une grande fiscalité intelligente sur le truc. Il faut supprimer l'ISF alors. Non. Et par contre, justement, ce que je veux dire, ne commençons pas par faire tomber les tabous sur justement l'ISF. Il y a plein d'abord d'organiser la taxation de l'immobilier, du foncier, et après on verra l'ISF. Non, mais on verra l'ISF. Et je vais vous dire pour l'ISF, le Challenge a publié hier le fait qu'il y a plus 15% de la valorisation de plus en plus de milliardaires en France. Oui, mais ils ne payent pas l'ISF, vous inquiétez pas. Et le plus 15%, vous inquiétez pas, ils ne payent pas l'ISF. Ils ne payent pas l'ISF, dit Gaspard Koenig. Une réaction et il faut achever l'émission. L'ISF, comme tous les ISF, comme tous les impôts, crée énormément de niches, qui fait que tout le monde fait sa SCI, ou je ne sais pas quoi, même Hollande avait fait sa SCI pour échapper à l'ISF d'ailleurs. Le problème de l'ISF, c'est que c'est un problème moral. C'est un impôt qui, la droite en remet à chaque fois un peu moins, la gauche en remet un peu plus, et c'est un impôt qui continue à pérenniser le mythe de la lutte des classes dans notre pays avec les riches et les pauvres. Et c'est ça qui est... Oui, mais c'est plus le même problème. Maintenant, il y a de la mobilité, etc. Et donc, on n'a plus le temps. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était la dernière de la saison. On se retrouve en septembre. Bonnes vacances à tous.